Au feu les pompiers, la forêt qui brûle. Au feu les pompiers, la forêt brûlée. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, ce matin, on va parler de la forêt de la Teste de Bûche. Oh putain vierge. Alors, on va pas parler des conneries d'Elisabeth Borne qui sait pas faire la différence entre une voiture électrique qui brûle et un camion qui a un problème électrique et qui brûle. On va pas parler non plus du connard qui a allumé un deuxième feu parce que c'est un connard. On va parler des vraies fausses fake news de l'Obs qui disent les écologistes ont-ils une responsabilité dans la forêt de la Teste de Bûche à la gestion critiquée ? Point d'interrogation. Sur les réseaux sociaux, les écologistes sont accusés d'avoir bloqué les travaux améliorant l'accès des pompiers. Or, les Verts sont bien intervenus dans la gestion de cette forêt du bassin d'Arcachon, mais seulement pour garantir l'accès des riverains à la zone. Alors ouais, mais en fait non. Parce que en fait, dans le plan qui était prévu, il fallait élargir les passages pour les riverains, mais pas que, mais surtout pour les pompiers. Et il fallait couper des arbres. Or, les boîtes qui allaient couper les arbres avaient le droit, en fait, d'utiliser le bois et de le revendre à leur prix, machin. Et il y avait un vide juridique. Et ils ont bloqué le truc à cause de ça. Bon. Voilà. Sauf que l'action dont se félicitait l'élu en 2021 ne portait absolument pas sur l'aménagement du territoire pour les pompiers. Le dossier évoqué concernait en fait le plan de gestion, le plan simple de gestion, qui implique strictement les droits d'exploitation des propriétaires et des usagers sur le terrain. Et c'est là que on va voir ce que c'est un plan simple de gestion, et c'est là qu'on va voir pourquoi ils font chier. Et pourquoi ils sont cons comme des briques. Hein, si les écolos étaient écolos, ils seraient vraiment écolos. Mais là, pour l'instant, c'est juste des casse-couilles. Ça, c'est quoi, ça? Oui, on s'en fout. C'est la... Ouais, c'est la pétition de la du feu, là, du feu. Enfin, bref. Ouais, on s'en fout. Ça, c'était la question, donc, de Monique de Marco. Alors, Monique, deux qui la tiennent, trois qui se barrent. Ah, putain, ah ouais, elle est bien écolo, avec une coupe de cheveux comme ça. Y a pas de doute, ça sent le recyclage. Bon, alors là, faire perpétuer le mode de gestion de la forêt usagère de la Teste de Bûche, classée Natura 2000, zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Znief, bliat. Cette forêt régit depuis le XVe siècle sur un mode de gestion particulier défini par baillettes et transactions, blablabla. Alors, il est parvenu à la ministre de la Transition, machin, chose, un plan simple de gestion qui aurait pour conséquence de ne plus être régi par les baillettes et transactions. Elle pense qu'accéder à une telle demande créerait un précédent mettant illégitimement frein à cette gestion de la forêt vertueuse et respectueuse de l'environnement. Cui. Depuis des siècles, l'absence d'exploitation sylvicole industrielle préserve l'intégrité génétique des pins et permet la conservation des habitats de la faune, faisant de cette forêt usagère un écosystème riche. Voilà, blabla, faire perpétuer ce mode de gestion qui prouve son efficacité depuis plus de 500 ans. Alors on va voir en fait que d'une part, c'est l'exploitation sylvicole industrielle, alors industrielle de l'époque, hein, qui a créé et préservé l'intégrité génétique des pins. Et on va voir que ce mode de gestion qui prouve son efficacité depuis plus de 500 ans n'a plus lieu depuis plus de 50 ans. Alors, ça c'est... Oui, non, ça c'est avant-après, ouais. Ça c'était... donc c'est la zone en question, donc ça c'est le Pilat, ça c'est la dune du Pilat, ça c'est la Teste de Bûche, et ça c'est la zone... ça c'est la forêt, donc c'est le gros pâté vert. Et en gros, toute cette zone là, avec la partie ici, littorale, machin, et tout le pâté vert, là c'est du boisé classé. Donc tu fais pas ce que tu veux dedans, et voilà à quoi ça ressemble maintenant, là... Donc on voit que ça a bien cramé cette merde. C'est sympa. Bon bref. Qu'est-ce que c'est un plan simple de gestion? Alors déjà, pour les bois et forêts de plus de 25 hectares situés sur une même commune ou des communes limitrophes, les propriétaires doivent faire ce truc-là. À défaut, la forêt est placée sous le régime d'autorisation administrative. Toute coupe est alors soumise à l'autorisation de la DDT, machin, blablabla. Sauf si y a des mesures d'urgence ou des trucs. Bon. Ok, en dessous de 25 hectares et à partir de 10 hectares, tu peux en faire un, mais t'es pas obligé. Mais pourquoi en faire un? Alors en fait, pour bénéficier d'aménagements fiscaux, pour accéder aux aides publiques, on va voir que ces deux points-là sont importants, et obtenir la certification PEFC de gestion durable du forêt. Bon, ok, d'accord. Bon. Ok, alors ça consiste en quoi dans le cas particulier? Ça c'est ok, non, c'est le PDF qui va nous intéresser.
Alors, le PDF, la forêt usagère de la Teste de Bûche, un fragile équilibre entre propriété et usage. Un rapport du CGEDD et CGAAR de Bruno Sinotti et Françoise Lavarde en janvier 2022. Donc blablabla, il y a plein de blabla, introduction, voilà, une forêt relique présente depuis plus de 2000 ans, pute vierge. Ça fait mal au cul de se dire que ça a cramé. Une biodiversité non inventariée mais qui semble riche, l'héritage d'une gestion dominée depuis plusieurs siècles par la production de résine. Ah oui, là c'est intéressant. Contrairement à la majorité des forêts du massif landais, la forêt chez FU, ouais, bon, forêt, n'était pas gérée en vue de la production de bois mais pour la production de résine. Toutes les règles de gestion visaient à protéger les grands pins élancés susceptibles de supporter pendant de nombreuses années les quarts de gémage et de produire de la résine en quantité. Le gémage, c'est la production de résine. Hein. Les résiniers veillaient jalousement sur les arbres qui leur étaient confiés avec une densité de 120 à 130 pins gémables à l'hectare. Le couvert était assez clair pour que de jeunes semis de pins puissent se développer, les résiniers s'assurant qu'ils ne soient pas étouffés par les fougères et qu'ils soient gainés sans être gênés dans leur croissance par les chênes. Donc ils coupaient les chênes, enfin en majorité, ils coupaient les trucs, machin. Donc la décision de coupe n'était pas le seul fait du propriétaire de la parcelle ou du résinier, mais celle du conseil des 4 syndics représentant propriétaires et usagers. Jusqu'au début de la deuxième moitié du XXe siècle, la forêt était habitée par des résiniers et leurs familles. On y dénombrait plus de 100 cabanes de résiniers et un vaste réseau de chemins pédestres permettait de parcourir l'ensemble de la forêt, sans compter les petits sentiers interparcellaires ouverts par les résiniers dans les fougères pour accéder aux pins à gémer. Cette situation a donc permis le maintien contre nature, puisque le chêne aurait dû dominer, d'une futaie mixte irrégulière de pins maritimes et de chênes pédonculés gérés avec un système de jardinage pied à pied. Je rappelle, c'est contre nature, parce que sinon c'est du chêne. Le paysage qui en résultait était ouvert, facile à pénétrer, avec un sous-étage de chêne dominé par les pins maritimes majestueux, que ce soit des arbres gémés avec leur port en bouteille, élargissement de la base, ou des pins bornes jamais résinés marquant la limite des propriétés résinières. Donc on voit la différence entre les deux pins, on comprend pourquoi ça c'était en forme de bouteille. Une forêt privée grévée d'un droit d'usage au bois fondé en titre par un ensemble de baillités transactions, donc on s'en fout, ça c'est du juridique. Voilà, ça a un équilibre ancestral rompu par l'arrêt de l'activité de gémage. Au fil des ans, les baillités de transactions ont connu des modifications, blabla. À la fin des années 70, l'arrêt de la filière locale de récolte et de transformation de la résine, concurrencée par les produits dérivés du pétrole et handicapée par les coûts de main-d'œuvre, a privé les propriétaires de toute source de revenus. Parallèlement, on a assisté à une diminution de l'exercice du droit d'usage au bois parce que le chauffage au bois n'est pas de mise en habitat collectif et que les constructeurs de maisons s'approvisionnent auprès de fournisseurs leur garantissant des bois traités, ce qui réduit de facto l'usage de bois d'usage pour la construction des habitations. Une inversion qui rend le statut de propriétaire peu enviable. Cette situation est grandement préjudiciable aux propriétaires de la forêt usagère. Privés de revenus de la GEM, ces derniers se retrouvent ramenés à la situation d'usagers défavorisés. À savoir, ils n'ont de droit pour autant qu'ils résident dans le territoire de l'ancien Captala. Alors le Captala, c'était la zone du seigneur local qui a filé le droit de propriété aux mecs qui produisaient de la résine, quoi. Enfin bon, bref. C'était en 1700 et des bananes, je sais plus. Donc ils ont le droit que de couper du bois pour leurs besoins de chauffage et en construction à l'exclusion de tout commerce et de toute exportation hors du Captala. En revanche, pèsent sur eux les charges qui incombent à tout propriétaire foncier. Donc la taxe sur le foncier non bâti, sans révision des bases d'imposition cadastrale, la taxe DFCI, je ne sais pas ce que c'est, et la garde du bien. Plus l'obligation, au regard des transactions historiques, d'assurer en bon père de famille l'entretien des peuplements de leurs parcelles. Le tout en devant supporter sans contrepartie les prélèvements des usagers, donc ceux qui viennent chercher du bois, qui viennent aux champignons, etc. Cette situation fort peu enviable contribue puissamment au conflit entre propriétaires et usagers. En effet, ces derniers, potentiellement nombreux, quoique heureusement peu nombreux à exercer leurs droits, ne contribuent aucunement aux frais de garde et d'entretien de la forêt dont ils tirent le bois.
une évolution sylvicole hors de contrôle, blablabla, suivi de prélèvement du bois, on s'en fout, capacité productive de la forêt, et donc ouais, insuffisant pour faire perdurer le mode de gestion sylvicole ancestral, qui a permis à la forêt d'atteindre son état actuel. En outre, il est vraisemblable qu'ils s'exercent sur les plus beaux arbres, donc les prélèvements de coupe de bois. En conséquence, le peuplement évolue, lentement mais sûrement, vers un état climatique où le chêne dominera. En effet, le pin maritime essence de lumière ne peut se régénérer que dans des trouées d'une certaine taille. En outre, les semenciers les plus beaux étant prélevés en priorité, cela produit une sélection de masse à rebours et le patrimoine génétique des pins s'appauvrit. La situation des parcelles au sud de la FU incendiée en 1943 et replantée au début des années 50 par des semis à la volée en ligne est une autre illustration de cette déshérence. La reconstitution d'un peuplement destiné au gémage supposait que les opérations d'éclaircie soient conduites avec régularité dans ces peuplements, de façon à sélectionner les pins les plus aptes à la production de résine. Il n'en a rien été, et les arbres ont continué à croître en un peuplement monospécifique. Il n'y a que du pin maritime. Équienne, tous les arbres ont le même âge, constitués d'arbres mal conformés, ils se sont gênés pour leur croissance, donc malingres, voilà. Et toute action de gestion sylvicole conduisant à l'ouverture de trouées un peu grandes risque de conduire en cas de coup de vent au chablis de l'ensemble. Donc les interventions, quel que soit l'objectif, seront délicates à conduire et le retour du paysage caractéristique de la forêt pourrait prendre de nombreuses années. Les acteurs locaux ne semblent pas conscients de cette situation, ou du moins ne l'avouent pas publiquement. De toute façon, en l'absence d'un inventaire exhaustif de l'ensemble de la forêt, qui permettrait d'identifier les zones surexploitées, celles sous-exploitées, celles en voie de sénescence avancée, présence de pathogènes spécifiquement inféodés au bois suranné, pathogènes repérés par un expert forestier mandaté par un propriétaire, il est difficile de prouver cet état et facile d'arguer, comme la mission l'a entendu, que cela fait bientôt 40 ans que l'on nous prédit la disparition de la forêt, et elle est toujours là, donc la gestion actuelle est adaptée. Voilà. Bon, bref, on va pas continuer plus longtemps, mais ça c'était les recommandations de décembre 2008, où déjà il disait que bon, pour l'instant les trucs pour les pompiers c'était suffisant, mais il fallait penser à faire un peu mieux. Bref, les écolos ils connaissent pas leur boulot, hein, ils sont de ce niveau-là quoi en fait. Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants. Des quoi? Des polluants? J'ai pas entendu. Le yacht club, c'est des bateaux. À voile. Oui, mais il n'y a pas un port en France. C'est bien une convention en Irlande. Ouais. Le mec, il a entendu yacht, il a pensé bateau de milliardaire. Ça avance avec le vent, un bateau. Voilà. Donc ferme-la physiquement et à tout jamais. Voilà. Et puis quand on sait pas, après on dit que. Hein. À part privilégier un petit groupe de copains, donc c'est pour ça qu'on ne votera pas cette subvention, c'est tout. On va pas s'expliquer sur chaque vote, si. On trouve ça un peu idiot qu'il y ait un yacht club à Vincennes. Voilà. On va privilégier les copains. Et puis dans le cas de la teste de bûche, on va privilégier les propriétaires. Les propriétaires, ils sont méchants. Si c'est propriétaires et capitalistes, culés, hein. Bon. Voilà, si les écolos étaient écolos, ça serait des écolos. Mais pour l'instant, c'est juste des têtes de cons. Allez, bisous les petits gnous, amusez-vous bien.